Bienvenue à tous, bienvenue vraiment à cette nouvelle version du dialogue avec. Je suis content de vous retrouver ce soir pour la première fois dans la version visuelle du dialogue avec. C'est avec plaisir que nous allons passer ces moments ensemble puisque c'est le début de l'année, le début aussi officiel du dialogue avec visuel. Et comme vous le savez, nous avons fait le dialogue avec pendant plusieurs années, 2 ans, disons, sur Space et avec le temps, nous avons imaginé de faire quelque chose, disons, d'innover et comme ça que nous avons pensé donc à avoir un dialogue avec visuel. Et aujourd'hui, vous allez découvrir le nouveau concept avec donc un invité spécial donc, que je vais recevoir aujourd'hui, Monsieur Pascal Canic, un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans une aventure qui marche maintenant, mais nous allons aussi en même temps avoir d'autres intervenants qui seront avec nous pour donc commencer cette nouvelle aventure. Et ils vont intervenir d'un peu partout avec des thèmes différents, mais aussi en donnant des nouvelles d'ici et là. Donc, bienvenue encore à tous et dans un moment ou l'autre, vous allez découvrir que c'est vraiment un nouveau concept avec un invité spécial, mais aussi avec des intervenants, comme j'ai dit, dans différents pays. Et ceux qui nous suivent peuvent, à un certain moment, écrire soit sur X, donc Twitter, faire des commentaires que nous allons lire sur l'écran à un certain moment, pas au début. Et nous allons aussi donner l'opportunité à ceux qui nous suivent sur YouTube de faire des commentaires. Donc, encore une fois, bienvenue à cette nouvelle expérience. Et comme je le disais, d'un moment à l'autre, vous allez découvrir notre invité qui est Monsieur Pascal Kaniki, et qui sera avec nous. Alors, pour commencer l'année, c'est vraiment une expérience que vous devez maintenant découvrir. Et nous allons mélanger un peu le tout. Ça sera le culturel, ça sera le monde de la littérature, l'éducation, la santé. C'est tout ça que nous allons essayer de découvrir ensemble, tout en louant aussi, tout en louant le Seigneur pour l'année nouvelle qu'il nous donne. C'est comme ça que de temps en temps, nous pourrons aussi suivre quelques louanges, donc des chants, même religieux, ne vous étonnez pas. Et alors, pour commencer, en attendant que notre invité soit en ligne, je vous fais d'abord vivre ces moments de louange, une chanson de louange que j'apprécie aussi. Et puis alors, nous allons nous retrouver dans quelques instants.
Matondo mingi nkolo, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi na yoe, matondo mingi oh Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso, Yesu pe na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso, okotondisa bomoi na ngai nesengo, nakozongisa lisusu na nani matondi, opelese epai na yo. Solo yozwa lokumu lelo ye, libela na libela yawe, oh Yesu na ngai solo yozwa lokumu papa, bongo mosika to uti kino lelo yawe yo bateli biso na bambonge pe mikakata no Nzambe na nguya olongisi biso bisika tokokende kino tokokoma ozala Nzambe na tango nyonso na ngonga nyonso yawe tikala Nzambe solo yo sanjola ma yawe libela na libela yawe oh Yesu na Sanjola ma papa, oh Sanjola ma kolo Yesu, oh Sanjola. Mokolo lo yembo tozongi seli yolo kumunyoso papa. Mokolo na bongo tozongi seli yo masanjoli kolo na bongo. Mopesi makasi, mopesi nelonga, mopesi na kimia seyo. Na mokolo ya lelo Nzambe na muya Yawe yozambala mulilo ye libela na libela yawe oh Yesu bolamu na yo ezanga suka yawe ozambala betu mekatukantama yeme tulusabeto papa bakamatodo basantu pepesanike me amen me kulusungo hapa ini mundorame buru me kuluka me kimko ya kesi nalobi matondo mingi
vumwe matondo kwake vumwe mfumu Yesu matondo kwake vumwe matondo nilikuwa mgonjwa ulinituza nasema asante nilikosewa ulinipa Bwana ni mwingine tasema asante asubuhi twasema asante magharibi twasema asante kila siku muatua ya maombi hatutachoka pokea asante Bwana asante kwako Bwana wangu asante Bwana Yesu rafiki wangu Bwana asante kwako Bwana asante sana jingela twasaki jila mfumu kwa maluwa ujimungensela nelu jikwela twasaki jila jingela twasaki jila mfumu kwa maluwa ujimungensela nelu ujikwela twasaki jila twasaki jila mfumu twasaki jila twasaki jila Sakijila mfumu Okumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe yawe kumama yawe kumama ozali nzambe yawe kumama na yo libera libera kumama moyo zali nzambe yawe kumama ozali nzambe yawe kumama Alors, merci encore d'être là. Nous avons eu un souci pour avoir M. Pascal qui est maintenant là. Et je crois que vous l'avez vu. Nous allons maintenant essayer de répartir avec lui en essayant évidemment de récupérer les retards. Vous nous excuserez, il y avait des problèmes de connexion entre l'Italie et Dubaï. Maintenant qu'il est là, nous allons essayer de le recevoir. Alors, bonsoir encore une fois. Bonsoir, disons, pas une fois. Bonsoir, Pascal. Et alors, nous avons encore des problèmes de son. Nous, on ne vous attend pas. Je crois que même ceux qui nous suivent ne nous attendent pas. Si vous pouvez régler un peu les problèmes de son, puisque moi, je ne vous attends pas, et les autres aussi, je crois. Vous avez un peu de problème de son. Et voilà, maintenant, ça marche. Maintenant, ok, merci. Alors, vous changez un peu la position, comme je vous avais dit, vous changez la position de votre écran pour que ça soit en forme horizontale. Comme ça, on peut mieux vous voir, puisque là, vous êtes... voilà, ça va marcher comme ça. Alors, bonsoir encore une fois. Vous êtes, comme je l'ai présenté au départ, jeune entrepreneur originaire de la République démocratique du Congo. Vous êtes établi pour le moment à Dubaï. Et vous avez commencé il y a quelques années une start-up appelée School App. Et nous allons d'abord commencer par ça pour que les gens puissent vous découvrir davantage. D'où est venue d'abord l'idée du départ pour commencer votre start-up School App? Si on peut d'abord connaître un peu l'idée du départ. Merci beaucoup, merci Pat. Encore une fois, je m'excuse pour les désagréments du départ. Je crois que maintenant tout va bien. Voilà, donc merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. L'idée m'est venue, moi j'étais au départ, déjà j'étais employé chez Vodacom. J'ai travaillé dans le domaine des analyses stratégiques et on avait souvent besoin d'accès aux statistiques pour notre travail, donc aux données fiables. Et il m'arrivait de travailler dans des projets à caractère social, mais à chaque fois que j'ai cherché des statistiques fiables, il n'y en avait pas. On avait beaucoup de spéculations sur des chiffres. Et vu que j'ai fait le mathématique informatique à l'université de Kinshasa, je commençais donc à me poser la question sur les pourquoi d'absence de statistiques fiables, même dans les secteurs clés comme l'éducation. Et donc, je m'étais aperçu qu'il y avait un problème des systèmes de gestion des établissements scolaires. Et après, quand j'allais aussi en province, dans le cadre toujours de mes voyages professionnels,
je voyais que la qualité des enseignements était vraiment pas très bon. Et il y avait des gaps en termes de qualité des enseignements en province par rapport, surtout dans des zones rurales. Il y avait les absences de bibliothèques, il n'y avait pas de contenu de qualité. Les enseignants parfois n'avaient pas de soubassement pour tout ce qu'ils enseignaient. Et donc, j'ai commencé à réfléchir et je me suis associé à d'autres personnes comme Guy José qui m'a accompagné dans la réflexion, comme il était éducateur. Nous avons donc réfléchi à tous ces problèmes, sur comment nous pouvons répondre pour adresser ces problèmes et donc proposer des solutions d'abord aux enseignants pour qu'ils soient outillés, qu'ils puissent avoir des contenus de qualité afin qu'ils puissent bien préparer leurs leçons. C'est de là qu'est parti Schoolab. Donc, question après question, problème après problème, défi après défi, en cherchant à relever des défis qui se dressaient devant nous. Et au fur et à mesure, nous avons donc continué à construire une solution. C'est pourquoi j'ai dit souvent que Schoolab n'est pas une application seulement, c'est une solution pour l'éducation, pour les enseignants, pour les écoles, pour les gouvernements et aussi pour les parents. Alors, je crois que nous aurons beaucoup plus de temps pour découvrir ce que vous venez de dire. Et nous allons peut-être, dans un premier temps, essayer de voir qu'est-ce que vous avez fait maintenant pendant 5 ans. Et puis alors, on va découvrir ensemble avec aussi, disons, les téléspectateurs qui nous suivent, nous allons découvrir d'abord les 5 ans de votre expérience. Et puis alors, après, nous allons en parler. Vous allez un peu nous dire, étape par étape, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ce que vous avez fait. Suivons d'abord ces reportages. And the winner is Labeski School and from DRC. Nous avons été couronnés à 3 reprises au niveau national comme meilleur start-up. Et aussi au niveau international, nous avons apporté des prix de compétitions internationales. Nous avons ensuite été reçus par le président de la République après avoir remporté les prix en Suisse, le SeedStar, qui nous a promis de pouvoir accompagner non seulement Schoolab, mais tous les jeunes entrepreneurs dans l'accomplissement de leurs rêves et de leurs missions. J'étais en pleine conférence à l'UPC. C'est après la conférence que j'ai vu plein de messages pour me signaler que le chef de l'État nous a mentionné dans son discours adressé à la nation. Il y a également le jeune Pascal Kanik, qui a défendu les couleurs de la République démocratique du Congo en remportant, grâce à son application School App, le prix Seed Stars dans la catégorie EdTech du concours mondial des startups œuvrant dans le digital. Il a commencé tout doucement, il a été accompagné par le gouvernement de la RDC et aujourd'hui il est fier, il est venu de très loin. Je l'ai contacté, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais rencontrer le chef de l'État? Il dit, de Dubaï où je suis, je prendrai l'avion pour dire merci. Monsieur Pascal Kanik, je vous invite ici. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je suis là uniquement pour dire merci. Merci au Président de la République parce qu'en 2019, il nous a reçus dans son bureau et il nous a rendus fiers. Il nous a promis qu'il va nous accompagner durant tout son quinquennat. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant. Nous sommes aux Émirats Arabes Unis, nous sommes au Bénin, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Nigeria et nous sommes aux Seychelles. Et pour finir, il n'y a pas qu'un seul entrepreneur qui a un cadeau, parce que nous avons produit, grâce à l'accompagnement de PADEM PME, nous sommes passés des 100 tablettes qu'on produisait en 2021 à plus de 3000 chaque trimestre, et aussi des batteries solaires pour que ces tablettes fonctionnent même dans des zones non connectées, avec des applications pour les écoles, pour les enseignants, pour les élèves, avec des contenus de qualité, avec tout ce qu'il y a, même en Gandajika, à Kabearamanga. Nous vous avons apporté 100 kits Schoolab pour vous prouver combien nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et merci encore une fois de plus et que Dieu vous bénisse. Au début, on s'était assigné pour objectif travailler la RDC qui était déjà un pays continent.
Effectivement. À ce jour, nous pouvons dire que nous avions atteint cet objectif. À l'époque, ce n'était pas encore School Up, c'est juillet 2017. En tant que formateur, nous avons eu à travailler dans plusieurs projets. Nous avons fait Massimanimba, Kikwit, Idiofa, j'ai fait Isiro, 9 mois. Mais avant 2018, il y a 2015-2016 où on a commencé plutôt avec la Beski, qui était l'idée originale de Pascal. Ah, Ngouba. Zoé. Ngouba. Ah, Ngouba, il quoi? Nyon sera combien? On essaye de ramener la technologie qui s'adapte à notre contexte africain, qui s'adapte à notre contexte congolais, le contexte où on n'a pas assez de connectivité, le contexte où on n'a pas cette connaissance numérique. On s'adapte en tout cas, et nos solutions sont le mieux adaptées du marché en termes pour le domaine de l'éducation. On a travaillé le ministère national. Aujourd'hui, 5 ans après, j'ai dit qu'il faut maintenant que j'aille rendre compte à l'école qui m'a formé, aux pères jésuites qui m'ont donné la chance pour la première fois. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons à Kikwit. Je suis très heureux. Je suis venu de Dubaï pour aller à Kikwit, voir mon école, parler aux élèves, remercier les enseignants, leur faire quelques cadeaux. Et donc je vais aussi dire à ces enseignants de continuer à former les jeunes, de continuer à s'investir parce que c'est une école très rigoureuse, de très bonne qualité. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, nous sommes les fruits de l'éducation. Nous accompagnons cette vision à aller plus loin, à pénétrer des endroits où on n'est pas encore arrivé et de faire connaître encore la chose dans le monde. Merveilleux, n'est-ce pas, de voir comme ça le 5 années qui sont vite passés. 5 ans, l'enfant de 5 ans, il n'est pas encore mature, mais c'est déjà quelque chose. Nous allons essayer de voir ce que ça a été. Mais en attendant, comme c'est un nouveau concept, nous allons un peu essayer de faire le tour. Nous allons, pour le moment, je crois, en Espagne, pour avoir un peu les nouvelles de notre correspondant qui va nous essayer de nous décrire un peu, de nous donner les nouvelles et qu'on sache un peu ce qui se passe en Espagne. Je ne sais pas si il m'attend. Bonsoir Yves Kacha. Vous m'entendez, père? Vous m'entendez? Voilà, ça passe bien. Donc, nous allons essayer un peu d'avoir les nouvelles d'Espagne. Comment ça va en Espagne? Bonne année d'abord. Bonne année à tous. Bonne année, père. Très rapidement, nous allons commencer par l'actualité chaude actuellement. C'est que nous sommes en train de célébrer déjà l'épiphanie ici en Espagne. Normalement, c'est le 6 janvier. Aujourd'hui, toute l'Espagne est parcourue par les cortèges des rois mages pour le grand délice des enfants et des moins âgés, et des plus âgés plutôt. Et donc, là, présentement, je viens d'accompagner mes enfants qui étaient aussi en train de faire la cabalcata de los Reyes, comme on dit ici. L'actualité ici est marquée par la situation de la... comment est-ce que je dirais ça? L'amnistie. Pour rappel, l'Espagne, il y a quelques mois de cela, ils ont eu des élections législatives. Et donc, après ces élections législatives, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a formé une coalition pour avoir la majorité au Parlement. Et de cette coalition, il a eu des accords avec des indépendantistes catalans et basques. Et c'est dans ce cadre-là que les indépendantistes catalans avaient demandé au gouvernement d'accorder une amnistie à ceux qui avaient commencé le processus de l'indépendance de la Catalogne. Et donc, actuellement, il y a un bras de fer qui s'est engagé entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.
sur la nécessité de passer cet agenda au Parlement pour qu'on passe une loi sur l'amnistie. Dans le même contexte, les anciens terroristes de ETA, les indépendantistes basques qui sont aujourd'hui transformés en ce qu'on appelle le groupe Bildu, eux aussi sont en train d'essayer d'obtenir dans ce même processus un traitement de faveur pour les prisonniers qui sont détenus et aussi un allègement de peine. Dans un cadre diplomatique, nous pouvons aussi dire que la situation qui était tendue entre l'Espagne et l'Israël est en train de trouver une solution. Le gouvernement israélien vient d'annoncer que son ambassadrice qui avait été rappelée pour consultation va regagner l'Espagne dans les prochains jours. Et donc, voilà un peu. Nous sommes en Espagne, on ne peut pas parler de l'Espagne sans parler du football. Et hier, 4 janvier, la 19e journée de la Liga s'est tenue. La Liga qui est actuellement sous, disons, le Real Madrid et le Girona sont les premiers au classement. Et le Barça, qui est 3e, était en train de jouer hier contre Las Palmas. Ils ont gagné sur un score de 2-1. Et une autre actualité importante dans le monde du sport ici en Espagne, c'est le retour de Rafa Nadal à la compétition. Malheureusement, il est rentré, il est arrivé en finale, mais la joie a été un peu teintée parce qu'il n'a pas pu gagner le tournoi de Brisbane. Et pour conclure, une autre qui n'agrée pas les Espagnols, c'est la retraite du joueur de basketball Ricky Rubio de la NBA. Et il va revenir en Espagne pour jouer au FC Barcelone. Donc voilà un peu le résumé de l'actualité ici à Madrid et en Espagne en général. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup Yves Cache. Vous avez un point commun, vous deux, avec M. Pascal Canic, que vous avez été vous êtes tous des anciens élèves des jésuites. Il y a M. Pascal Canic qui a étudié dans l'école des jésuites de Kikwit, donc à l'ITPK, et vous avez été à Boboto, à Kinshasa. Merci beaucoup pour ces nouvelles. Nous allons maintenant encore reprendre notre ami Pascal, maintenant pour parler un peu de développement. On vient de suivre vraiment, les films qui résument un peu, hein, c'est peut-être très court. On a promis à la fin qu'il y aura un documentaire donc, qui va nous donner un peu plus de détails de ce que vous avez fait. Mais alors, après le début, après l'idée qui vous est venue pour commencer votre start-up, il y a eu développement, donc pendant 5 ans. On peut parler, par exemple, de premières années avec sûrement des hauts, des bas, des joies, des peines, des difficultés et un peu de commencement d'abord. On commence par là. Ok, merci beaucoup, Padre. Alors, je ne sais pas si je vais commencer par quoi précisément, mais c'est vrai que déjà au début, pour moi, c'était difficile. Et le fait déjà de prendre la décision d'entreprendre, parce que j'étais employé, j'étais bien rémunéré là où j'ai travaillé. Et donc, j'étais devant ce dilemme de choisir l'entrepreneuriat ou de rester dans mon confort d'employé. Parce que j'étais bien rémunéré, tout marchait bien, j'étais dans de bonnes conditions, donc tout se passait très très bien dans mon travail. Mais j'avais au fond de moi cette flamme qui me poussait à choisir la voie de l'entrepreneuriat. Et donc, il fallait déjà beaucoup de réflexion, des doutes, des questionnements, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit, alors il faut que le moment est arrivé, il faut que je parte. Et là, déjà, c'était le début des difficultés par rapport à l'environnement, la culture, et ainsi de suite. L'entourage, la famille et tout ce qui va avec. Parce que nous sommes dans un contexte où, quand vous travaillez, vous avez un bon salaire. Prendre ces risques peut paraître assez prétentieux, pour ne pas dire audacieux.
Et donc, il fallait que je fasse le choix. Et j'ai fait le choix. Donc, déjà, le choix de quitter cet emploi. Alors, après ça, ça a été très dur pour moi. 2017, 2018, tenter des projets en projet, avec beaucoup d'échecs. Et en même temps, qui construisait ma carrière ou mon expertise ou mon expérience. Voilà. Donc, j'ai tenté plusieurs projets. Il y en a qui marchaient, il y en a qui marchaient pour un temps, il y en a qui ne marchaient pas. La majorité de projets échouaient. Et à ce moment-là, j'ai commencé donc à penser sur la procédure ou les processus qu'il faut vraiment suivre pour réussir dans l'entrepreneuriat tech. Ce qui est très difficile parce qu'avant nous, avant notre génération, il n'y avait vraiment pas de modèle de réussite dans ce domaine de la technologie. Et donc, il fallait partir un peu comme dans un vide total. Alors là, j'avais la chance de rencontrer des personnes qui commençaient aussi à penser à construire un écosystème tech. C'est M. Félix Amouna, François Ngueni, Alexis Ndengue qui ont monté à l'époque en 2018 Ingenious City. Et nous avons passé par un concours, ils nous ont détectés, ils ont trouvé qu'on avait nous avions des projets innovants. Et donc, ils nous ont incubés, ils nous ont accepté de nous porter, de nous accompagner. Et c'est de là qu'est partie en fait l'aventure School Lab en 2018. Et alors, vous avez commencé en 2018, évidemment, nous sommes déjà en 2024, vous venez de totaliser 5 ans, et il y a toujours évolution, que ce soit du point de vue financier, du point de vue personnel. Et si vous pouvez peut-être maintenant nous décrire un peu comment vous avez commencé, disons, le nombre de personnes qui étaient avec vous comme, disons, débutants, jeune entreprise, une start-up, et à combien vous êtes maintenant pour voir que une entreprise, c'est évidemment du point de vue financier, mais ça nourrit aussi les personnes qui y travaillent. Donc, vous avez commencé à combien et à combien vous êtes aujourd'hui, par exemple? Oui, déjà en 2018, je crois que j'étais moi et mon associé Guy José, on n'était pas des salariés. Nous avions des jeunes qui étaient avec nous, Zoé, Alex, Loris, Milton. Ce n'était pas vraiment des contrats proprement dit de travail. Ils étaient parfois en termes de stage, ils nous accompagnaient. Et c'est à partir de 2019 qu'on a vraiment employé, si je peux utiliser les mots. On a vraiment donné des contrats de travail aux premiers agents des School Lab. Ils étaient à 5 en 2019, donc, environ. Et aujourd'hui, nous avons au total 43 salariés qui travaillent à temps plein, répartis sur les 5 pays. Et donc, 43 à temps plein, mais nous avons de temps en temps des temporaires qui sont éparpillés partout à travers la République, qui nous accompagnent dans les activités de terrain. Et donc, ils sont nombreux, c'est des centaines qui travaillent chaque année, mais c'est vraiment des emplois temporaires qui viennent pour 1, 2, 3 mois. Et ils finissent ce qu'ils font par rapport aux années scolaires. Et puis, ils rentrent et puis on les rappelle encore l'année prochaine. Donc, voilà un peu en termes d'emploi. Et donc, nous avons des jeunes qui ont commencé avec nous depuis 2018, effectivement, qui ont évolué. Il y a Alex aujourd'hui qui a quitté, par exemple, Kinshasa, qui vit à Dubaï. Et il y a Zoé qui gère le Congo aujourd'hui. Il a commencé avec nous en 2018. Et il y a Christopher qui est venu plutôt plus tard, mais qui gère la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il a quitté le Congo. Et il y a d'autres qui vont aller au Bénin, aux Seychelles, au Nigeria, parce que nous prenons ceux que nous avons formés au Congo, généralement, pour qu'ils aillent ouvrir les opérations dans d'autres pays. Et alors nous allons revenir à vous, un peu de pause, et nous allons nous rendre un peu plus loin. Donc, vous êtes à Dubaï, mais un peu plus encore vers l'Orient. Et nous allons avoir un peu de nouvelles du Japon. C'est de l'autre côté pour savoir un peu aussi ce qui se passe au Japon. Et nous allons revenir à vous. On écoute Christian Moukadi depuis
Tokyo, au Japon. Alors, je ne sais pas s'il faut vous dire bonsoir, matin. Quelle heure il fait d'abord là-bas au Japon? Il est 4h06. Bonjour. Donc, 4h06, bonsoir chez nous, c'est le soir. disons, c'est le matin, peut-être qu'on vous a. Tout Vous à vous fait, êtes réveillé pour participer oui. donc, au dialogue avec. Voilà. Donc, félicitations, beaucoup de courage. Hein. Moi, à 4h du matin, ça serait dur pour moi. Merci. Alors, quelles sont les nouvelles Merci. que vous pouvez nous donner du Japon? Merci beaucoup pour la parole. Bonne année à tout le monde, celles qui nous suivent. Il y a pas mal de nouvelles, bonnes comme mauvaises, au Japon ces derniers jours. Peut-être commencer par les mauvaises nouvelles ou les nouvelles tristes. C'est les séismes, je pense, que vous avez suivi, qui a frappé l'archipel. Le premier de cette année. Donc, il y a la partie de la mer du Japon, donc toutes les grandes villes qui se trouvent au niveau de côté de la mer du Japon, qui ont été sérieusement frappées par le séisme, et de manière particulière Niigata, la préfecture de Niigata, qui est tout droit, en fait, du côté de la mer du Japon, donc dans les sens opposés de Tokyo, qui ont été frappées, cette partie où ces grandes villes ont été frappées par le séisme, et donc le tremblement de terre accompagné voilà, de tsunami, ce qui a fait qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont été affectés. Mais bon, comme vous le savez, le Japon est souvent frappé par ces genres de séismes. Alors, la réplique ou la riposte a été très systématisée et très prompte. Et donc, le gouvernement, les différentes associations, entre autres Caritas Japon et tout ça, sont en train de travailler, donc de mettre sur pied des structures pour la prise en charge et puis pour réfectionner voilà, les parties qui ont été endommagées et tout ça. Ça, c'est la première nouvelle ou triste nouvelle. La deuxième, c'est une autre nouvelle triste qui s'est passée à l'aéroport d'Haneda. Haneda, c'est l'une de des aéroports ici à Tokyo, international bien sûr, où il y a deux avions, il y a une collision entre deux avions le 2 janvier. Donc, il y a un avion qui atterrissait, un autre qui faisait, je crois, le taxi, ou dans le alentour, c'est une sorte un petit appareil de la garde côtière japonaise. Et juste les premières investigations montraient que le pilote du gros appareil de JAL, de Japan Airlines, qui atterrissait, avait mal compris l'instruction, voilà, l'instruction qui vient de la tour de contrôle. Alors qu'on lui disait de patienter un tout petit peu, lui a entendu comme s'il fallait descendre. D'où il y a eu collision et l'avion a pris feu. Dieu merci, sur les 400 personnes qui étaient au bord de l'appareil, je crois plus de 390 quelques qui sont descendus, en fait, ont été sauvés à la dernière minute. Seulement ceux qui étaient dans le petit appareil, sur 6 qui étaient là, 6 gardes côtiers, il y a 5 qui sont décédés par leur âme. Et un seul a été jusque-là sauvé, donc il est aux soins. Et là, ce sont de nouvelles qui sont tristes et qui ont frappé jusque-là l'archipel. Et beaucoup beaucoup de Japonais ou beaucoup de personnes résidant ici au Japon sont encore sur ces chocs-là de cette réalité. En dehors de ces nouvelles tristes, il y a des nouvelles avec la communauté africaine. La première de nouvelles, c'est la présentation de lettres de créance de l'ambassadeur du Congo ici au Japon, l'ambassadeur Lokomoena, qui est un ancien du Japon. Il a passé plus de 30 ans ici. Il est professeur, architecte, et il a été nommé ambassadeur depuis l'année passée. Et en décembre dernier, il a présenté ses lettres de créance chez l'empereur, donc l'empereur du Japon. Et ce fut une grande cérémonie très officielle. Et voilà, ça c'est la première nouvelle. La deuxième,
c'est avec la communauté chrétienne. Comme vous savez, le Japon, c'est pas tellement un pays chrétien où les chrétiens, c'est à peine 0,3 ou 3%, 0,5% de la population, d'où il y a quand même une diaspora africaine chrétienne qui est là. Et de temps en temps, 1 ou 2 fois l'année, on s'est réunis avec toute cette diaspora chrétienne pour célébrer Noël, Pâques. Et avec cette communauté, on s'est réunis le 30 pour célébrer Noël, Pâques. Et c'est les retrouvailles, l'échange des vœux. Et voilà ce que je peux dire pour le moment. Ok. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les nouvelles. Peut-être qu'on va vous laisser dormir, puisque c'est quand même 4 heures du matin, à moins que vous puissiez aussi suivre le dialogue avec. Et nous allons retrouver notre invité principal pour voir un peu la suite. Vous restez encore avec nous. Merci beaucoup, Christian Moukadi, depuis le Japon. Nous reprenons notre invité. Alors, on revient à vous, Monsieur Pascal, avant de reprendre encore les autres qui attendent. Ils sont au salon, dans la salle d'attente, là, ils vous suivent. Alors, une question d'abord, avant de prendre peut-être la pensée du jour. Une question de curiosité. Vous avez quitté Kinshasa, la capitale de votre pays, là où les choses ont commencé, et vous vous retrouvez à Dubaï. Et pourquoi? Merci beaucoup, Pat. Et c'est une question que beaucoup de gens aussi se posent sur moi. Alors, déjà, premièrement, je suis arrivé à Dubaï en 2022, mais j'étais là en 2020 pour essayer d'explorer un peu les opportunités, le marché, ce qui se présentait sur le marché. Donc, en 2020, je suis venu, j'ai parcouru l'écosystème start-up pour essayer de comprendre les avantages et les inconvénients de l'écosystème de Dubaï. Donc, j'ai fait beaucoup d'analyses depuis 2020 à 2021. Et au final, j'ai décidé donc de me poser à Dubaï pour commencer l'aventure internationale. Premièrement, parce que c'est un écosystème qui est très bon en termes de fiscalité. C'est aussi un écosystème dense. Par exemple, dans notre domaine des startups, de temps en temps, on a besoin de beaucoup de capitaux pour essayer de réaliser notre modèle économique. Les startups ont besoin de capitaux, ils ont besoin de fonds d'amorçage et ils ont aussi besoin de formation, ainsi de suite. Donc, nous avions donc choisi de nous positionner à Dubaï pour être dans cet écosystème qui est assez solide, qui est mature et qui est très évolué. Mais aussi parce qu'au Congo, il y a des difficultés en termes notamment de recherche et développement. Il y a des limites que nous ne pouvons pas dépasser, franchir au Congo en termes de recherche et développement, notamment en termes de technologie, en termes d'expertise. Je prends un exemple. Quand on est arrivé à Dubaï, nous avons rebrandé toutes nos solutions. Nous avons retravaillé même notre brand de l'entreprise avec des professionnels. Parce que nous sommes à Astrolab, entourés de professionnels. Et donc, tout cela ne serait pas possible au Congo. Et il y a aussi des investisseurs qui n'accepteraient pas facilement de venir nous suivre au Congo, malgré que vous pouvez avoir une idée géniale ou quoi. Donc, il y a toutes ces raisons qui nous ont poussés finalement à choisir Dubaï comme l'endroit qui devrait nous permettre de scaler, donc je ne sais pas comment je peux, donc de faire l'expansion, la scalabilité de notre modèle vers d'autres pays. D'aller de l'avant et de faire aussi face à des concurrences, d'avoir des éléments de comparaison. Et d'être compétitif à l'international. Économique pour le moment, ça c'est vrai. Oui, d'être compétitif surtout à l'international, parce que quand on est une start-up, à un moment donné, il ne faut pas penser, vous pouvez commencer localement, il faut tout de suite avoir une vision internationale, parce que le monde évolue tellement vite, la technologie aussi. Si on reste dans notre petit coin à se contenter de ce que nous faisons déjà, vous pouvez vous retrouver disrupté, et parce que vous n'avez pas suivi les tendances du marché global. Oui.
Alors, merci beaucoup pour cette expérience. C'était quand même une question de curiosité de voir que vous avez quitté votre pays pour vous installer là-bas, alors que vous voulez vous devriez d'abord faire une grande expérience puisque le Congo est grand. Je ne sais pas si vous êtes maintenant dans combien de provinces, par exemple, en République démocratique du Congo? Au Congo, en tout cas, on est content parce que nous sommes dans toutes les provinces. Notre solution est utilisée dans toutes les provinces par tous les inspecteurs du ministère de l'Éducation, dans presque plus de 25 000 écoles. C'est des détails parfois qu'on ne communique pas. C'est des données sensibles aussi. Mais nous avons, au Congo, on a atteint quand même un niveau assez élevé d'exécution. Aujourd'hui, au Congo, les Congo tournent quasiment sans ma présence. Et donc, nous continuons quand même à faire la pénétration du marché. Et c'est comme ça que nous avons reçu des invitations d'autres gouvernements, par exemple au Bénin. Nous avons des invitations à la présidence, le ministère du numérique, ainsi de suite. Il y a aussi des contacts avec le gouvernement de Seychelles, Abidjan par contre avec des privés au Nigeria, mais aussi nous sommes en train de nous installer en France. Parce que nous avons aussi l'accompagnement des institutions. Bon, probablement, ça viendra un peu après, puisqu'il y a évidemment, quand vous n'êtes pas encore installé, ce sont des perspectives, puisqu'il y aura cette question de voir comment sera le développement futur. Alors, en attendant encore une fois, comme on veut vous entourer, vous accompagner avec des idées, avec aussi d'autres idées, nous allons maintenant suivre notre rubrique, vous restez avec nous puisque c'est important, pour suivre la rubrique Pensée du jour avec Madame Patricia Timouni. On l'écoute. Alors, bonsoir d'abord Patricia, content de vous revoir et quelles sont les nouvelles que vous nous amenez? Bonne année d'abord aussi. Hein. Bonne année, bonsoir. D'abord, vous m'excuserez, j'ai la voix un petit peu enrouée parce que je suis malade. Mais comme j'avais promis et que je tiens toujours mes promesses de participer à l'émission et d'y contribuer à partir d'aujourd'hui, donc je suis là. Mais ça va, tout le monde va bien. Merci beaucoup et bonne année à vous aussi. Bonne année à notre invité principal et aux correspondants. Et voilà, alors merci beaucoup. Alors, quelle est la pensée du jour aujourd'hui? Ça tombe bien parce que la pensée du jour, elle va d'emblée avec la prise de risque de notre invité principal, M. Pascal Kanick. Donc, c'est une pensée du jour. J'y ai réfléchi juste là en l'écoutant parler, les quelques premières minutes. C'est d'un explorateur et un orientaliste british qui s'appelle Richard Francis Burton. Et ce monsieur a eu une pensée qui m'a marqué aussi et qui m'a fait évoluer. Et cette pensée dit ceci. N'attendez d'applaudissements que de vous-même. Il vit le plus noble et il meurt le plus noble, celui qui a fait et qui suit ses propres lois. Donc, je pense que cette pensée nous amène à contribution qu'il faut savoir prendre des risques pour faire avancer la science, pour faire avancer la technologie, en tout cas dans notre temps. À leur époque, c'était un petit peu plus dans l'exploration et puis la découverte du monde, mais aujourd'hui, à notre époque, c'est plus la science, la technologie, les nouvelles technologies et ainsi de suite. Donc, je pense que cette citation va très bien avec ce que l'aventure, en tout cas de Monsieur Pascal Kanick, et aussi qu'elle pourra nous accompagner, en tout cas, dans cette émission. Alors, vous avez suivi M. Pascal Kanick, évidemment, vous appliquez la pensée du jour à ce qu'il fait. Et il y a moyen, par exemple, d'étendre ça, pas seulement à lui, de donner à d'autres aussi qui voudraient, par exemple, limiter à faire ce qu'il a fait. Vous avez parlé de l'aventure, c'est vraiment une aventure, c'est ce qu'il a fait. Et si vous prenez maintenant un autre contexte, à part lui qui a pris, disons, ces risques, puisque quand il avait participé au dialogue avec que nous faisions sur l'espace, il a même dit qu'il déconseillait aux autres jeunes, je vais encore lui poser la question s'il va dire la même chose aujourd'hui, qu'il conseillait aux autres jeunes de suivre son exemple, puisque c'était vraiment discret. Je vais encore, peut-être, si vous pouvez d'abord l'écouter, et nous allons revenir encore à vous, Patricia.
Alors, vous vous rappelez de cette question-là, de ce que vous avez déclaré, hein, que vous pourriez déconseiller aux jeunes de prendre, vraiment de suivre ce que vous avez fait comme aventure, puisque c'était difficile, qu'on pouvait même se suicider. Oui. Je vais expliquer d'abord le contexte, mais j'aime bien la pensée de Madame Patricia, que Madame Patricia a choisie, parce que il y a un volet où elle dit, par exemple, qu'elle n'attendait les applaudissements que de vous-même. Je voudrais vraiment revenir là-dessus parce que beaucoup de jeunes peut-être aussi échouent ou s'arrêtent ou se lancent pour chercher des applaudissements, l'honneur, la célébrité, ainsi de suite. C'est vraiment un piège. On ne se lance pas en entrepreneuriat pour être célèbre. Et nous, les entrepreneurs, on n'est pas des influenceurs. Souvent, il y a eu cette confusion où on veut avoir des followers, on veut avoir des likes à tout prix et tout. La célébrité, la starification, en fait, tout ça, c'est vraiment des à côté. On fait la com, ce n'est pas pour s'élever. Ce n'est pas pour avoir les vues, ce n'est pas pour avoir les likes, ainsi de suite. Parce qu'en même temps aussi, c'est pédagogique ce que nous faisons. Donc, c'est très important qu'on ne se lance pas pour aussi attendre des applaudissements et qu'on ne prenne pas des risques pour attendre aussi que les autres vous applaudissent, en fait. Bon, moi, j'ai tiré un peu cette partie-là pour essayer de faire aussi émerger cette idée. Mais moi, je dis toujours qu'il ne faut pas encourager les gens à entreprendre, il faut les décourager parce que celui qui tient vraiment à entreprendre, et après avoir été découragé même par tout son entourage, finira par se lancer. Pour moi, c'est comme pour dire, en fait, il faut aller par l'opposé. Même moi, j'ai reçu, en fait, tout le monde me décourageait. Tout le monde me disait d'arrêter. Tout le monde me disait d'arrêter de rêver. C'était fou. Je me prenais pour qui, ainsi de suite. Mais au final, j'y suis allé. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que quelqu'un doit avoir au-delà de la détermination pour entreprendre. Parce que quand vous n'avez pas vraiment la vocation, quand vous n'êtes pas suffisamment convaincu de vous lancer, il ne faut pas vous lancer parce que vous pouvez vous écraser en fait sur le chemin. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas encourager l'entrepreneuriat, mais c'est pour dire qu'il faut décourager suffisamment quelqu'un pour que s'il se lance, ça veut dire qu'il a été vraiment, vraiment déterminé à le faire. Voilà. Alors, Patricia, quelque chose encore pour approfondir la pensée du jour ou bien ça suffit? Oui. Ben, je vais juste rebondir sur ce que M. Pascal Canic a dit. En fait, je vais ajouter la deuxième partie de la citation de l'auteur qui dit « Il vit le plus noble et il meurt le plus noble, celui qui a fait et qui suit ses propres lois. » Ici, on peut remplacer loi par idée. Donc, celui qui a fait et qui suit ses propres idées sans jamais, en fait, être détrompé par les intentions des autres et avoir toujours cette capacité à suivre sa propre boussole, ses propres idées et à avoir une sorte de détermination, en fait, qui fait qu'il n'y a rien, absolument rien qui peut nous empêcher d'atteindre notre but. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, un grand merci pour cette participation. C'est la première fois et je crois que nous vous aurons encore pour d'autres pensées du jour, déjà peut-être mardi, puisque l'autre rendez-vous, c'est mardi. Merci beaucoup, Madame Patricia. Merci à vous. Merci. Essayez de soigner votre voix. Et... Oui, ça va. Je prends du thé avec du miel et du citron, ça ira. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Pascal, puisque je voudrais un peu savoir quel regard vous avez, puisque vous travaillez beaucoup avec le système éducatif de votre pays, la République démocratique du Congo, à notre pays à tous, et quel regard vous avez un peu du système éducatif de la République démocratique du Congo? Alors, peut-être que je vais choquer la plupart des personnes parce que je sais que dans l'opinion en général, on estime que la plupart des gens croient que nous sommes vraiment au point zéro. Moi, par contre, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que notre éducation n'est pas aussi mauvaise qu'on le croit. Nous avons de très bonnes écoles, nous avons des enseignants de qualité dans beaucoup d'écoles. Et notre système, c'est un peu comme la majorité des systèmes éducatifs du monde. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a, c'est pas partout pareil. Il y a des disparités profondes, il y a des inégalités profondes dans les systèmes éducatifs. Et c'est parce que aussi le pays est un pays continent.
Donc, c'est notamment pour ça que nous nous sommes dit qu'il ne faut pas s'arrêter juste à critiquer, à crier sur la toile. Il fallait quand même qu'on réfléchisse sur comment on peut accompagner, grâce au digital, les gouvernements à essayer de répondre à des défis qui se dressaient devant lui, notamment la disparité des contenus, l'absence des bibliothèques, ainsi de suite, en amenant des bibliothèques même offline sur les tablettes partout à travers la République, par exemple. Ça résoudrait déjà des problèmes à un certain niveau. Il y a beaucoup de problèmes et qui, qui deviennent un peu comme une spirale. Hein. Donc, vous avez chaque année, par exemple, il y a des enseignants qui sortent peut-être des écoles, des instituts supérieurs, peut-être qu'ils ne sont pas toujours très bien formés. Après, ils vont former aussi pas très bien les élèves. Il y en a qui vont... Ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Mais tout n'est pas noir. Donc, ce n'est pas aussi le tout dernier du monde, parce qu'il y a beaucoup, il y a des élites qui sortent de ces systèmes éducatifs. Je connais beaucoup de gens talentueux, très intelligents, bien formés, qui n'ont fait que le Congo. J'en connais dans les finances, dans la politique, dans l'administration publique, dans des entreprises privées. Mais nous sommes tous les fruits de ces systèmes éducatifs. Et donc, pour moi, c'est bien. C'est pas très bien, c'est bien. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et notamment à réformer aussi même le contenu de ces programmes, à intégrer des évolutions, par exemple dans la technologie. Par exemple, il y a aussi d'autres problèmes. On a plus de 90% de jeunes qui finissent les secondaires qui sont en section, en option pédagogie. Ça, ce sont des choses, parfois, on se demande comment c'est possible. Donc, le monde évolue. Il y a des métiers du futur qui arrivent. Aujourd'hui, il faut qu'on oriente beaucoup de jeunes plutôt dans des métiers, dans des domaines qui vont leur permettre de trouver des aboutissants, orientés peut-être vers le digital, même si on peut dire, bon, on n'est pas encore un pays digitalisé, mais on doit faire aussi un peu de prospective dans ce que nous faisons, dans comment on planifie la vie politique, la vie publique, ainsi de suite. On ne peut pas vivre uniquement en fonction d'aujourd'hui. On ne peut pas avoir plus de 70% des élèves qui finissent en pédagogie. Ça, je crois que ce n'est pas normal, en fait. Donc, il y a tout ça. Il faut des métiers. Il y a l'enseignement professionnel qu'il faut promouvoir. Parce que si on a plus de jeunes qui font l'enseignement professionnel, on aura peut-être moins d'emplois et plutôt moins de chômage. Et tout le monde pourrait commencer à créer une activité lucrative, à pouvoir aussi créer des emplois s'ils sortaient des enseignements professionnels. Donc, il y a tout ça. Je crois qu'il faut quand même des politiques, des stratégies générales qui essayent vraiment de reconstituer ou de redynamiser ou de renforcer, pas vraiment la qualité seulement, mais l'orientation générale de l'éducation et des objectifs même éducatifs ou en termes de parcours, de cursus qu'on doit attendre. Et ça, ce n'est pas facile à faire, mais je crois qu'avec les changements qui viennent petit à petit, il y aura déjà des évolutions. Parce que je crois qu'il faut beaucoup plus promouvoir l'enseignement professionnel, même à la place de l'université. Comme ça, on aurait moins de chômeurs, on aurait moins de théoriciens, on aurait peut-être plus de praticiens. Et les pays pourraient évoluer si on a beaucoup plus de gens qui font l'enseignement professionnel. Voilà, merci beaucoup. Hein. Donc, c'est vraiment de belles idées que vous avez et de ces regards-là. Et alors, vous continuez toujours à être là, vous êtes l'invité principal, mais nous vous amenons des gens qui contribuent un peu comme le dialogue avec, c'est la formation, c'est l'information, c'est la culture, tout le monde arrive. À part l'invité principal, nous vous amenons des personnes qui vous donnent tant d'informations par-ci, par-là. Et alors maintenant, nous allons suivre un peu le rappel historique. Hein, il est spécialiste de ça. Disons, monsieur que vous connaissez, hein, c'est beaucoup peut-être l'ont déjà vu dans les images, puisqu'il est très actif sur Twitter surtout. Alors, il va un peu nous rappeler hein, le fait historique peut-être de ces 2 jours, 3 jours. Hein. Alors, bonsoir encore. Bonsoir, monsieur Benjamin Babunga. Bonsoir. Bonsoir, Padre. Voilà, content de vous avoir aujourd'hui hein, pour cette première édition du dialogue avec Visuel. Et alors, vous avez d'abord un petit mot hein, pour notre invité principal d'aujourd'hui.
Ben, je pense que c'est très impressionnant tout ce qu'on a entendu dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc, on ne peut que lui souhaiter beaucoup de courage et plein succès. Merci beaucoup. Bon, et voilà. Alors, quels sont les faits historiques que vous allez nous rappeler aujourd'hui? Alors, avant cela, j'aimerais juste dire, Padre, que je ne suis pas spécialiste. Je suis juste un passionné et un passionné qui utilise ce qu'on appelle la loi ou la règle de 10 000 heures. C'est-à-dire que lorsqu'on consacre un maximum de temps dans une discipline, on finit par se spécialiser ou plutôt développer des capacités dans la discipline. Donc, je ne suis pas historien de formation. Je suis juste passionné par les faits historiques et ça fait que je cours derrière les dates. Alors, en termes de faits ou des dates marquantes de cette semaine, j'en ai retenu 3, notamment la date du 2 janvier qui a été le jour où on a commémoré les 10 ans de disparition du commandant Mamadou Ndala. Tous les Congolais savent tout ce qu'il a fait en termes de sacrifices, notamment lors de la guerre du M23 en 2013. Mamadou fut parmi les commandants qui ont beaucoup combattu et qui étaient même prêts à pouvoir donner le sacrifice suprême, qui est celui de pouvoir mourir sur le front. Et ça, on l'a vu à travers les images qui étaient partagées en ce temps-là. Alors, Mamadou fait son entrée dans l'armée lors de l'AFDL. Après un moment, on va le retrouver au MLC de Jean-Pierre Bemba. Et il a la chance de faire partie des premiers bataillons qui sont formés par des formateurs étrangers français. Et ce qui fait qu'il sera envoyé dans l'est du pays. J'ai eu la chance, dans le travail humanitaire que j'ai fait, de le croiser dans ce temps-là, en 2008, dans la presqu'île de Obwari, où il était encore un simple major. Et après, il est promu colonel au niveau d'Ouvira en 2012. Et c'est de là qu'il sera envoyé à Goma, où il fera ses preuves, surtout en combattant les M23. Donc, le 2 janvier, on a commémoré les 10 ans de disparition de Mamadou Ndala. Le deuxième événement que j'ai retenu, c'est celui du 4 janvier, qui est aussi une date particulière dans l'histoire de la RDC. Et c'est le jour où nous commémorons les martyrs de l'indépendance. Alors, ce jour-là, en 1959, il y a l'ABACO qui prévoit d'organiser un meeting qui finalement sera suspendu à la dernière minute par l'autorité coloniale. Alors, pendant que toutes ces personnes qui étaient censées prendre part au meeting sont en train de rentrer chez elles vont croiser des partisans des 2 équipes qui venaient aussi de participer à une rencontre sportive. Et ce mélange de ces groupes va conduire carrément à des émeutes où toutes ces populations vont s'attaquer à tout ce qui est symbole de la colonisation. Et pendant presque 4 jours, du 4 au 7, il y aura des émeutes au niveau de la capitale et l'autorité coloniale va aussi réprimer cela en sang. Et toutes les personnes qui vont mourir ce jour-là vont être considérées plus tard comme étant les martyrs de l'indépendance. Ce qui est bien, c'est que cet événement est l'événement déclencheur de la décision qui sera prise par la suite par l'autorité coloniale de pouvoir mettre en place un processus qui pourra conduire les Congolais à l'indépendance. Parce que les événements prennent fin le 7, mais déjà à partir du 13, il y a le roi Baudouin qui va officiellement parler aux Congolais et qui va donner sa promesse comme quoi il mettra en place une sorte de feuille de route pour arriver à l'octroi de l'indépendance au peuple congolais. Et c'est là où on va parler déjà des premières dates, des 2 tables rondes qui vont avoir lieu et qui vont aboutir par la fixation de la date du 30 juin comme étant le jour où on va accorder l'indépendance aux Congolais. Et la dernière date, c'est celle d'aujourd'hui où nous sommes le 5. Et là, j'ai fait rappel de la loi sur la nationalité zaïroise, le décret-loi qui a été signé par le président Mobutu le 5 janvier 1972 ou 72, comme on le dit chez nous, et qui octroyait la nationalité zaïroise à toutes les populations rwandophones,
ou du Rwanda au Burundi qui ont habité ou qui habitaient dans la partie est du Zaïre à la date du 30 juin. Et pendant ces années-là, il y a M. Bisengimana qui est le directeur du cabinet du président Mobutu, et toutes les personnes vont estimer que c'est sous l'instigation ou l'influence de Bisengimana que cette loi va être votée. Et ça fera qu'on ne tardera pas à la qualifier de loi Bisengimana. Mais cette loi sera abrogée plus tard, où on va faire une sorte de rétropédalage en disant, voilà, ce ne sont pas toutes les populations qui ont été dans ce qui est devenu RDC, plutôt Congo en 1960, qui sont d'office zaïroises, mais c'est toutes les populations qui peuvent prouver que leurs ancêtres se trouvaient dans ce qui est devenu Congo en 1985. Mais au final, cette loi aura laissé beaucoup de difficultés qui n'ont pas pu être résolues et qui, malheureusement, jusqu'à ce jour, continuent toujours à causer beaucoup de tort au pays. Voilà ce que j'ai retenu en termes de grands événements de la semaine au niveau de l'histoire de la RDC. Merci. En tout cas, grand merci, puisque ces rappels historiques, c'est très formatif. Voyons un peu ce qu'on pense de notre invité principal. Monsieur Pascal, vous avez suivi un peu le fait historique, ça vous dit quelque chose. Et puis, il y a aussi le message des gens qui nous suivent et qui nous envoient des messages que j'essaie d'afficher là. Monsieur Guélor, notamment, qui écrit courage pour ce que vous faites. Et puis, il y a des gens qui vous ont connu, qui témoignent et qui vous ont vu quand voilà, il y a par exemple là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, Kanik me rappelle Kikwit, à l'époque j'étais étudiant à l'ISP Kikwit et enseignant stagiaire au lycée Siama. Bravo, c'est M. Tumba Shango Locos. Donc c'est le professeur en fait, le professeur Alfred qui devait être avec nous. Je crois que il va arriver d'un moment à l'autre. Donc c'est pour dire que les gens vous connaissent. Alors, après avoir suivi, par exemple, maintenant, Monsieur Benjamin, il y a quelques faits historiques qui vous ont frappé avant qu'on revienne un peu à vous, à votre entreprise. Oui, en effet. Moi, je crois que je suis aussi... je ne suis pas expert en histoire, mais j'aime bien avoir des récits historiques du pays organisé. Et d'ailleurs, c'est dans un des projets que nous avons, de voir comment nous pouvons beaucoup plus digitaliser des contenus historiques pour le vulgariser au maximum. Parce qu'il faut reconnaître que notre histoire n'est pas très bien vendue et peut-être pas très bien racontée. Et donc, moi, ça me fait toujours de bien de voir, d'écouter, de revoir et de suivre tous les faits historiques. Et j'aime bien la façon dont il a raconté les narratifs. Et je ne sais pas s'il pourra nous aider aussi à avoir ça en écrit, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des sources aussi où nous pouvons trouver. Parce que nous, on pense, les cours d'histoire, même sur notre plateforme, c'est parmi les contenus les plus visités. C'est vraiment visité de partout, des millions de vues. Et donc, ça a beaucoup d'intérêt. Bravo pour la façon, la recherche aussi, je crois, qui est derrière. Merci. Ok, en tout cas, mais grand merci beaucoup, en tout cas, à M. Benjamin. On l'aura régulièrement pour ces rappels historiques, donc merci beaucoup. Alors, nous revenons à vous, Pascal. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire, disons, dans votre pays, la République démocratique du Congo, vous pouvez un peu nous parler de la relation avec les autorités de la RDC, par rapport, par exemple, puisque vous êtes homme d'affaires, ça signifie que ça vous intéresse aussi les marchés. En rapport avec les marchés, par exemple, quelle est votre relation avec les autorités de la République démocratique du Congo? Alors, ma relation ou la relation des entrepreneurs jeunes entreprises congolaises, parce que je ne sais pas, mais je crois que je parlais plus de l'entrepreneuriat congolais face à la politique ou aux gouvernants et ainsi de suite. C'est quand même des gros défis, des très gros défis pour accéder, par exemple, au marché public, ainsi de suite.
Je ne sais pas, il y a beaucoup de sacrifices à faire, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc, c'est très difficile, si on se lance, de vraiment miser sur le partenariat public-privé. Parce que la plupart de nos autorités politiques, je crois qu'elles n'adhèrent pas encore totalement à la vision de promouvoir l'entrepreneuriat local. Moi, je suis vraiment un cas, une personne, je crois, je suis vraiment bien positionné pour en parler. Parce que, comme vous le savez, hein, j'ai eu la chance de rencontrer le chef de l'État, j'ai parlé avec lui. Depuis 2019, il n'a cessé de dire qu'il faut promouvoir l'entrepreneuriat local. Il a mis en place plusieurs structures pour promouvoir l'entrepreneuriat local. Lui-même a dû même s'impliquer pour qu'il y ait même des subventions pour les entreprises locales. Il a monté des structures, FOGEC, tout ça, PADEMP, ainsi de suite, pour qu'on puisse promouvoir les entrepreneurs locaux. Mais honnêtement, c'est très difficile. La compétition est rude et parfois, des expatriés utilisent des méthodes très difficiles à suivre. Pour combattre les initiatives locales, c'est ça? Pas vraiment pour combattre, mais pour avoir les marchés. Donc la compétition est hyper rude. Nous n'avons toujours pas les moyens de suivre ces rythmes que les expatriés peuvent mettre sur le marché. Et parfois, nos autorités ne nous soutiennent vraiment pas ou ne mettent pas en avant le fait que nous ayons des solutions qui sont les plus adaptées au contexte. Parce qu'en termes de compétition sur les solutions, l'adaptabilité des solutions, par exemple, dans notre domaine, nous avons eu la chance, par exemple, le ministre Tony Mwaba, il est pragmatique. Déjà, quand il est arrivé le premier jour, il a invité tous les entrepreneurs congolais qui avaient des solutions dans le secteur éducatif, pas que la technologie, mais même les imprimeurs, tous ceux qui avaient des solutions, des propositions pour le ministère de l'Éducation. Il les a invités, on était remplis dans une salle. Et il a dit, moi, je suis là, je veux que vous m'amenez des propositions concrètes et tous ceux qui seront sérieux, nous allons travailler ensemble. Et on a travaillé ensemble avec lui. Vous voyez, mais ils ne sont pas 10% dans le gouvernement. Et parfois, ils ne nous prennent pas du tout au sérieux, la majorité. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, une fois, j'ai dit à un ministre que vous êtes professeur de l'université. Vous nous avez enseigné, on a étudié, on a des solutions. Comment vous pouvez arriver un jour à dire, je prends l'autre solution, mais pas celui de mon étudiant, par exemple, qui a une solution peut-être meilleure, mais pour des raisons peut-être qu'on ne peut pas dire ici, on choisirait telle ou telle autre solution. Pas que technologie, là, je parle des marchés en général, même ceux qui ne sont pas dans la technologie. Donc, c'est très compliqué. Et je crois qu'au second mandat, le chef de l'État va vraiment encore taper devrait taper encore sur la table parce que il y a des opportunités. Il est possible qu'on ait des milliers de millionnaires congolais. Il est possible. Faire $1 million, $2 millions de chiffre d'affaires au Congo, ça ne doit pas être une magie. Ce n'est pas compliqué du tout. On a un pays de 100 millions, de plus de 100 millions d'habitants. Tout le monde peut vendre même des beignets pour faire des millions. Donc là, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est de mettre en place un environnement qui favorise l'émergence des entreprises. Je prends un autre exemple, la fiscalité. Nous sommes une entreprise, en 2018-2019, on lance les opérations. Première année 2020, on fait plus de 200 quelques mille dollars, je crois, de chiffre d'affaires. À la fin de l'année déjà, vous vous retrouvez avec les gens de la DGI qui je ne sais pas quoi, la pression fiscale est telle qu'il faut fuir le pays. Et donc, si vous avez même une marge brute, c'est pas un excédent juste de 50 000 dollars, vous devez déjà payer la première année de vos opérations 35% au fisc parce qu'il y a l'impôt sur les revenus qui s'applique même si la société venait de se créer il y a une année. Ça, c'est pas normal. Vous voyez, or, quand la société se crée, les excédents permettent à réinvestir dans l'activité pour faire la croissance, pour réaliser la croissance. C'est des petites choses aussi simples qu'on peut appliquer pour dire, OK, si quelqu'un crée une société aujourd'hui, on lui donne 4 ans, 3 ans, il faut que ça soit effectif. Je vois, il y a des lois qui sont passées récemment.
Mais il faut qu'on les sente parce que la pression fiscale est telle qu'on ne tient même pas compte du fait qu'on doit vous laisser un peu de temps pour souffler, pour créer des emplois, pour investir dans l'activité, ainsi de suite. Mais c'est énorme la pression fiscale. Et en même temps, les gouvernants, ceux qui ont des marchés entre les mains, quand ils sont au pouvoir, mais ils nous regardent de loin, comme si nous, Congolais avec des solutions, on n'était pas, je ne sais pas, des humains. Mais c'est après, quand ils quittent le pouvoir, peut-être qu'ils redeviennent un peu des personnes normales. Donc ça, c'est un problème. Je crois qu'il faut, moi j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, il y a des évolutions significatives. Le chef de l'État a une impulsion que personne ne peut nier. Il a fait la promotion de l'entrepreneuriat local. On n'a jamais parlé de l'entrepreneuriat local comme durant ces 5 dernières années dans notre pays. Il y a des structures qui ont émergé, mais il faut que ceux qui sont des ministres et des tutelles puissent arriver à comprendre qu'il faut réellement alors favoriser les solutions, favoriser les entreprises locales. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons essayer d'aller en Belgique pour trouver Madame Yorine Joly qui a des difficultés. Je crois que maintenant ça va un peu pour donner aussi son intervention, nous donner peut-être quelques nouvelles de la Belgique avant de continuer avec vous. Alors, je ne sais pas si ça va marcher avec elle, puisque c'est depuis longtemps qu'elle essaie de nous joindre. Là, je vois qu'elle a encore des difficultés. Bon, peu importe, nous allons continuer. Puisque vous parliez peut-être des climats d'affaires, des rapports avec les autorités, notamment dans le marché public, puisque c'est très important pour favoriser l'éclosion de jeunes entrepreneurs. Alors, nous allons peut-être encore nous focaliser sur cette question pour parler peut-être cette fois-ci de comment vous, l'honneur que vous avez fait à votre pays, et comment est-ce que les autorités du pays, puisque vous avez dit par exemple que le chef de l'État de la République démocratique du Congo vous a reçu, ça c'est déjà positif, et il vous a cité dans le discours à la nation, et c'est déjà positif, mais il n'est pas l'unique autorité du pays. Comment est-ce que les autres autorités du pays vous traitent? Alors, c'est vraiment très intéressant comme question. Je crois qu'être reçu par le chef de l'État nous avait donné quand même une visibilité non négligeable. J'ai dit toujours que c'était d'abord un apport immatériel. Le fait d'avoir été avec le chef de l'État, le fait qu'il nous ait cité dans son discours, ça avait même suscité l'intérêt de plusieurs investisseurs qui sont arrivés et qui ont même investi parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait une certaine... parce que dans le domaine des startups, par exemple, des entreprises digitales jeunes et tout, il y a ce qu'on appelle les goodwill. Donc, c'est de la valeur qu'on ne peut pas quantifier en dollars, en argent. Donc, ça a augmenté aussi notre valeur quelque part, d'abord comme start-up. Et donc, ça a suscité aussi des intérêts des investisseurs, ainsi de suite, mais aussi a influencé quand même certains décideurs. Donc, lui, personnellement, comme je l'ai dit toujours, le chef de l'État, c'est vraiment un papa pour nous, les entrepreneurs. Il n'est pas du tout, je dirais, quelqu'un qui fait des choses qui se plaisante ou qui fait des fantaisies. Non, il est vraiment dans son âme. Quand tu parles avec lui, tu sens déjà qu'il tenait à pousser les entreprises locales, les entrepreneurs locaux. Et plusieurs fois, il a répété ça. Bon, moi, j'ai eu son soutien. Il a insisté pour que nous puissions être accompagnés par le ministère de l'Éducation, par exemple. Mais ce n'est pas que son soutien. Après, nous avions des solutions et que nous avons même optimisé qui étaient aussi compétitives. Et c'est ce que j'ai dit souvent. Il ne suffit pas de dire solution locale, entreprise locale pour prétendre avoir aussi accès à certains marchés. Il faut être vraiment, vraiment compétitif d'abord parce qu'on a l'avantage d'être compétitif sur notre marché parce que je l'ai dit aussi souvent, il n'y a personne qui maîtrise mieux notre écosystème ou notre environnement macroéconomique que nous-mêmes. Parce que nous y avons grandi. Et donc, quand on propose une solution, School Up aujourd'hui, par exemple, ce que nous proposons est utilisé partout en République démocratique du Congo. Honnêtement, aujourd'hui, c'est difficile, pour ne pas dire il n'y a aucune solution qui viendrait de l'étranger qui peut nous battre sur ce terrain. Parce que nous, on peut fonctionner même là où il n'y a ni électricité, ni connexion Internet.
Et ça fonctionne déjà. Vous voyez, donc il y a ça, parce que nous connaissons ces marchés, nous connaissons nos conditions de vie. Et donc nous développons des solutions qui s'adaptent à ces conditions-là. Et nous sommes fiers de dire qu'on est d'abord compétitif. Et donc, les coups de pouce du chef de l'État nous a permis juste d'accélérer un peu notre croissance, mais aussi notre approche vers les autorités. Mais il y avait aussi, on a connu beaucoup de difficultés, malgré tout ça. Imaginez, malgré que vous avez, le chef de l'État vous a reçu, il a parlé de vous, mais il y a quand même des autorités qui nous ont fait des coups terribles. Nous avons par exemple investi dans un projet dans une province ici au Congo. Il y a plus de 500 000 $. On a réalisé des objectifs incroyables. En fait, on a aidé tellement la province, mais la province ne nous a jamais payé. On a laissé même plus de 100 laptops, PC, antennes, VSAT et tout. Ils ne nous ont jamais payé parce qu'ils ne veulent pas payer. Et c'est ça les climats des affaires. Donc, quand vous venez dans ce climat-là, c'est difficile d'évoluer. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Mais alors, on va tenter encore d'avoir Madame Yori Njoli. J'espère que Madame Njoli, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Ça se stabilise un peu. Vous m'entendez? Oui. Alors, on vous écoute, Madame Njoli. Donnez-nous un peu les nouvelles de la Belgique. C'est à vous maintenant. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous attend. Cette fois-ci, allez vite, puisqu'il y a aussi notre invité qui vous attend. Il nous reste seulement 9 minutes, puisque nous allons bientôt finir. Il nous reste 9 minutes. Alors. Et là, je vois que Mme Njoli, elle doit avoir de sérieux problèmes, puisqu'elle n'a pas de chance. Alors, maintenant, oui, Madame Jolie, je ne sais pas, vous avez de sérieux problèmes en Belgique là-bas. Hein? Alors, allez-y maintenant, vous parlez vite, et sinon, vous allez encore être coupé. Allez-y, Madame Jolie. On vous attend. Alors, décidément, elle a de sérieux problèmes. Nous allons continuer à aller. Nous allons essayer de finir avec vous. Et puis, on va faire revenir un peu deux autres qui étaient là. Il y a aussi le professeur Alfred Toumba qui est en France, qui a des difficultés pour venir. Et une dernière question, hein, puisque nous allons arrêter bientôt. Et quelles sont vos perspectives d'avenir? Vous aviez déjà un peu commencé en parlant de votre implantation prochaine en France. Et alors, vous pouvez un peu nous parler des perspectives d'avenir hein, pour Schoolab? Alors, déjà, en un mot, je dirais internationalisation. Donc, notre vision est très claire. Nous devons être une entreprise internationale. Là, c'est vraiment ça. Donc, en un mot, l'internationalisation. Une entreprise internationale, ça veut dire... comme start-up depuis les débuts, hein, déjà les noms, quand vous voyez Schoolab, on a toujours dit qu'on ne le fait pas que pour les Congo. Il faut qu'on soit une entreprise internationale. Et donc, nous avons déjà fait un peu d'expansion dans certains pays. Mais là, nous allons nous installer déjà ce mois-ci. On va ouvrir l'entité en France. On va commencer les procédures pour ouvrir l'entité au niveau de la France, parce qu'il faut être quand même dans un écosystème encore qui soit un peu plus... évoluer en termes de loi, en termes de législation, de climat des affaires, en termes de niveau aussi de compétitivité à l'international, et aussi que ça soit francophone pour faciliter l'adoption de la solution dans tout le pays déjà francophone. Donc, en France, nous allons nous installer pour réaliser notre vision d'internationalisation, une entreprise internationale donc, qui pourra, à partir de là, partir n'importe où, être utilisé de n'importe où, ou partout à travers le monde, et aussi adapter les modèles économiques, adapter la stratégie totale de l'entreprise. Et voilà un peu. Donc, c'est ça vraiment la vision, et nous y travaillons ardemment depuis l'année dernière d'ailleurs. Donc là, on est vraiment au niveau de la mise en œuvre de la stratégie. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Il y a, je crois, Madame
Patricia qui était là, qui voulait encore, je crois. Madame Patricia, vous aviez une question peut-être, afin que nous puissions, vous avez demandé si vous pouviez poser des questions. Alors, Oui. rapidement, et puis nous allons essayer de clôturer. Il y a aussi les autres qui n'ont pas pu nous joindre. Il y a notamment notre rubrique santé qui n'a pas pu passer, malheureusement. Monsieur Pascal, ça, vous avez peut-être pas beaucoup souligné que l'électricité en République démocratique du Congo, ça fait problème. Nous avons raté la rubrique santé puisque le docteur Jean-Claude Moulunda, qui devait nous parler de santé, il n'a pas d'électricité, il m'a envoyé un mot. Et voilà, ça pose déjà des problèmes, même pour le développement, même pour votre School Up. Si vous étiez seulement à Kinshasa, ça aurait été difficile. Alors peut-être on donne l'occasion à Madame Patricia de poser sa question et puis nous allons essayer de clôturer. Et j'ai dit aussi à tous ceux qui nous suivent, ils sont nombreux à nous suivre aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait des commentaires, nous avons vu. Et il y a la rubrique, normalement, des anniversaires, les gens qui fêtent leur anniversaire vendredi, samedi et dimanche. Mais comme on n'a rien eu, donc on ne peut pas souhaiter aux gens des joyeux anniversaires s'ils ne sont pas là. Bon, on donne l'occasion encore à Madame Patricia. Ok, vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends très bien. Ok, donc merci. Donc voilà, ma question est pour M. Pascal Canic, bien sûr. Et en fait, je voulais juste savoir, vous avez dit que vous avez développé votre concept dans plusieurs pays, mais aussi dans plusieurs provinces au Congo. Quel est votre outil pour mesurer l'efficacité de vos tablettes et de votre application dans les différents pays, et comment est-ce que vous faites la comparaison de pays en pays, en fait? Merci, madame, pour la question. Heureusement que vous la posez. C'est l'occasion pour moi déjà d'expliquer encore peut-être mieux ce que nous faisons réellement, parce que la tablette, c'est vraiment, c'est juste une composante qui n'est pas vraiment qui n'est pas School Up, en fait. C'est pourquoi, malheureusement, souvent, quand on parle de School Up, les gens voient la tablette, mais la tablette n'a rien à voir avec School Up, c'est juste un support. Nous, déjà, ce que nous faisons, c'est vraiment l'application, donc les softwares. Donc, aujourd'hui, par exemple, au Congo, on a déployé les softwares qui a digitalisé tous les processus d'examen d'État. Tous les processus, j'ai dit, de bout en bout. On recense des élèves, on capture des photos, on fait des macarons, il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment les softwares dont nous avons des métriques, par exemple les nombres d'écoles et puis les taux d'utilisation, d'adoption. Nous avons des contenus qui sont publiés par les écoles et par les enseignants. Il y a l'utilisation en termes de services aussi, comme le téléchargement des titres scolaires. Nous avons plus de 100 000 téléchargements par année. Il y a des croissances, nous faisons des croissances. Même en termes de chiffre d'affaires, parce que tout ça, après, il y a des générations de revenus. Par exemple, nous avons les 60% de croissance année à année, 52% de croissance des chiffres d'affaires. Donc, il y a beaucoup de services derrière la plateforme, derrière la solution software. La tablette, en réalité, ce n'est pas School Up. La tablette, c'est juste un équipement qu'on fait le branding School Up pour mettre nos applications, parce qu'il y a, par exemple, les taux d'intégration ou les taux de pénétration des smartphones, c'est moins de 40% au Congo. Et donc, si nous allons dans des zones rurales, les enseignants n'ont pas de smartphone. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, OK, prenez ces tablettes parce qu'il y a notre application que vous pouvez utiliser. Et donc, quand ils prennent notre application, on leur propose la tablette et ils prennent à crédit à la banque, et ainsi de suite, pour juste leur donner l'opportunité de s'équiper. Mais la tablette, par exemple, en Côte d'Ivoire, on ne vend pas des tablettes. Au Bénin, on ne va pas avec les tablettes. Au Nigeria, on n'a pas besoin d'amener les tablettes. Vous voyez, même en France, on n'ira pas avec les tablettes, mais on va avoir, il y a des services. Par exemple, bientôt, on va lancer un service où les parents pourront s'abonner à des School Up Taxi, School Up Car, où vous vous abonnez pour votre enfant, pour qu'on le prenne chaque jour le matin et puis on le récupère à l'école. Et avec nos propres voitures, par exemple, vous voyez, donc il y a plein de services. School Up, c'est une plateforme de services éducatifs. School Up, il y a énormément de services. Il y a beaucoup de services que les écoles et les gouvernements peuvent utiliser et nous payer en échange.
Ok, ben, merci beaucoup pour votre réponse. Ben, ça m'a éclairé parce que en réalité, ce que je voulais vraiment savoir, c'est la différence entre avant votre venue et après. Et surtout pour que l'éducation nationale au Congo puisse mesurer la différence et à partir de ça, développer des politiques intelligentes, des réglementations et des choses qui vont dans le sens d'améliorer en fait cet apport-là que vous avez apporté. Donc, Oui, voilà, c'est ça. et ça, par Merci exemple, beaucoup. oui, mais je vais quand même donner alors, par exemple, juste un exemple. Parce que je ne peux pas aller en détail, malheureusement, parce que c'est quand même des informations assez confidentielles. Il y a un exemple, par exemple. Quand on est arrivé, l'inspection, par exemple, pouvait utiliser jusqu'à 12 millions de papiers A4 dans les processus juste d'enregistrement des élèves pour les examens d'État. Mhm. Mais on a supprimé tout ça. Ok. Même pas A4, c'est A3. Mhm. Vous imaginez? Donc, on a supprimé tout ça. Et les photos, c'était capturé à gauche, à droite avec des flash disques, des USB, tout ça qui devait... Ça prenait 1 année et demie, environ 2 ans, pour que les photos des élèves quittent les provinces, viennent à Kinshasa, soient traitées manuellement, manipulées, jusqu'à se retrouver dans les diplômes. C'est comme ça que vous aviez, par exemple, les gens qui devaient attendre les diplômes pendant 5 ans ou 3 ans. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, quand on publie les résultats à la fin de l'année, il y a déjà tout. Photos, tout est déjà dedans parce que nous avons digitalisé tous ces processus. Nous avons assaini en fait le secteur dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, vu les résultats qu'on a fait, par exemple, le gouvernement, les ministères continuent à nous ajouter des segments. Vous voyez, pour dire, apprenez aussi ces segments, aidez-nous à améliorer ceci, prenez ces segments. Mais malheureusement, on n'est pas habilité en fait à parler des des indicateurs en fait qu'on améliore parce que c'est vraiment la prérogative du ministre. Malheureusement, on ne communique pas sur tous ces détails, ces informations sensibles et confidentielles. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Peut-être depuis le Japon, nous allons demander à notre correspondant au Japon, Christian Mukadi, qui a aussi une question, et puis nous allons essayer de clôturer pour aujourd'hui, puisque c'est intéressant, mais nous devons, malheureusement, pour les autres qui devaient intervenir, il y a soit les problèmes techniques, soit des problèmes d'électricité, soit des problèmes de connexion, malheureusement. Mais déjà, nous avons eu notre invité principal, et je crois que c'est, sauf si, aussi après Mukadi, nous allons voir s'il a encore un mot, s'il y a peut-être que dans mes questions, tout n'est pas ressorti, s'il pourrait dire quelque chose, puisque c'est quand même notre fierté quand on part de zéro pour arriver à des chiffres d'affaires de millions en 5 ans. C'est encore un bébé d'ailleurs, hein? Il n'a pas encore commencé l'école primaire. Donc, on peut s'imaginer d'ici 10 ans, c'est que ça sera une affaire comme ça, sans aide et sans quoi. C'est quand même un chapeau bas pour vous. Et puis la persévérance que vous avez eue. Et puis la reconnaissance, hein, puisque je crois que les pères jésuites qui vous ont formés sont très reconnaissants. Et ils ont écrit un mot dans leur forum pour dire que vous alliez passer aujourd'hui. Et ils sont très certainement aussi de vous suivre. Alors, Christian Mukadi, rapidement, une question. Merci pour la parole, Père Jean-Pierre. Tout d'abord, félicitations et voilà, chapeau bas à M. Kanik. On est fiers, comme jésuite, je suis également fier de vous. Et vous êtes un modèle pour plusieurs. Et vous faites un travail remarquable parce que l'éducation est un secteur clé pour une nation. Merci infiniment. Ma question concerne votre politique d'entreprise. Je me suis rendu compte que vous vous lancez plus dans le secteur formel de l'éducation, c'est-à-dire l'enseignement primaire, secondaire. Il y a un aspect ou un secteur qui n'est presque pas pris en charge. C'est le secteur parascolaire ou para-académique de l'éducation. Par là, je parle de la question de la disponibilité, par exemple, des lieux d'études, des bibliothèques. Je me suis rendu compte où on riait, mais de manière un peu une réalité tragicomique, qu'on s'est rendu compte dans une ville comme Kinshasa, il y a à peine 3-4 bibliothèques qui peuvent recevoir au même moment plus de 50 personnes. Donc, vous avez une bibliothèque, par exemple, de Kimwenza à Canisius, c'est les jésuites, où à peine 50 personnes peuvent étudier, en fait, peuvent travailler. Au CEPAS, à l'UNI Bruxelles et tout ça,
dans une ville de plus de 15 millions d'habitants, vous avez à peine 3 bibliothèques qui peuvent prendre à peine 50 personnes en train de travailler au même moment. C'est un désastre. Et comment votre entreprise essaye de voir ou essaye de planifier pour rendre le savoir accessible? Parce que la vraie richesse d'une nation, c'est la connaissance. Et cette connaissance, ça s'acquiert par la lecture, par l'étude et tout ça. Et comment est-ce que vous vous entrevoyez pour rendre la connaissance, le savoir accessible à tout le monde? Pas seulement aux enfants, parce que même si ces enfants finissaient l'école primaire, secondaire, comment est-ce qu'ils font une sorte de follow-up, de mettre à jour la connaissance quand ils sortent dans les systèmes éducatifs? C'est un peu ma question. Ou si vous avez une politique en ce sens-là, comment est-ce que vous entrevoyez cet aspect-là? Merci beaucoup, Pat. Merci. Je suis très content de cette question. Ça me permet justement d'appuyer un peu sur quand le Padre m'a demandé de notre vision, de nos perspectives d'avenir. Parce que la version des School que nous allons lancer d'ici le mois de juin, depuis la France d'ailleurs, va justement élargir notre champ d'action. Peut-être bien pour Madame Patricia, vous allez voir finalement c'est quoi vraiment Schoolab et sa vision. Schoolab, dans cette vision où on produit maintenant la version 2.0, d'ici le mois de juin, nous allons lancer, vous allez voir que ça devient finalement le tout pour l'éducation, all in one. Ça sera vraiment une plateforme de services. Et dedans, il y aura toutes les réponses à toutes les questions et à tous les problèmes qu'un parent, qu'un élève, qu'un enseignant, qu'un gouvernement peut se poser ou a dans le système éducatif ou pour l'éducation de son enfant. Aussi, nous allons plus loin. Déjà, par rapport aux bibliothèques, par rapport à tout ce qui n'est pas enseignement scolaire, nous aurons déjà bientôt, on a des partenariats que nous sommes en train de signer, par exemple pour la formation au métier du futur. C'est très bientôt que nous allons lancer. Et aussi pour la formation professionnelle, notamment pour tous ces finalistes que nous avons, que nous gérons chaque année, plus d'1 million, dont la majorité fait des études en pédagogie littéraire, et ainsi de suite. Nous avons pensé à commencer à proposer des contenus, des formations professionnelles et à les aider à apprendre le métier sur la plateforme, offline ou en ligne, et les préparer déjà à être aptes à travailler juste après leurs études secondaires. Ça, c'est la première chose. Et c'est dans la version des Schoolab que nous allons lancer. Deuxièmement, il y a la plateforme des enseignants que nous allons lancer. Par exemple, à l'ITPGA où j'étais, où nous avons offert les tablettes à tous les enseignants de l'école. Ces enseignants, déjà aujourd'hui, sont tous en train de préparer leurs leçons dans les tablettes, dans l'application. Et ces leçons ne vont pas s'arrêter juste à enseigner dans l'école. On va faire de l'enseignant, on disait ça aujourd'hui, d'ailleurs on faisait un peu de prospective dans notre stratégie pour dire, imaginons-nous en 2030, on a des e-profs hyper célèbres et qui ont des revenus exponentiels, des revenus importants parce qu'on a disrupté les systèmes éducatifs et l'enseignant est devenu le patron et donc il peut être contacté de partout, enseigner de n'importe où, à n'importe qui et avoir des revenus directs et il devient à un niveau incroyable. Vous voyez, ça c'est la prospective, mais c'est ça. Okay. Nous sommes dans cette vision-là. Alors, merci. On vient de récupérer vite le professeur Shango qui a eu des problèmes, on vient de résoudre. Alors, il va intervenir rapidement pour nous donner les nouvelles un peu de la Belgique. Et puis, alors, nous allons clôturer. Je m'excuse vraiment d'avoir perturbé l'ordre, mais c'était des problèmes techniques. On l'écoute. D'accord. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? En tout cas, on vous attend très bien, professeur. J'ai dit à nos téléspectateurs que vous êtes un habitué du dialogue avec quand c'était encore en version originale. Maintenant, on peut vous voir aussi avec fierté aussi, comme nous avons la fierté d'avoir Pascal Kanik qui évolue très bien. Nous avons aussi la fierté de vous avoir, professeur Alfred Toumba Shango. Vous enseignez pas dans n'importe quelle université à la Sorbonne, et que vous m'avez fait visiter d'ailleurs lors de mes vacances, dernières vacances à Paris. Donc, merci d'être avec nous. Nous attendons rapidement les nouvelles
que vous pouvez nous donner. Si vous avez aussi un petit mot à dire à notre invité principal, et puis nous allons continuer par là. Alors, merci beaucoup. Bonne année à vous tous, à nous tous. Et puis, bravo, félicitations à Kaniki, comme je l'ai écrit. Ça m'a rappelé, j'ai vu les images, l'époque où j'étais enseignant, étudiant à l'ISP Kikwit, et puis enseignant stagiaire, et puis j'avais fait mon stage à Siama. Et donc, c'était très bien. Je suis en tout cas très fier de lui, de ce qu'il accomplit, de ce qu'il réalise. Voilà, mais de rien. Ensuite, alors, puisqu'on est à la fin de l'émission, je ne vais pas aujourd'hui donner beaucoup d'informations sur la France. Ça sera pour la prochaine émission, naturellement. Nous suivons tous tout ce qui se passe ici en France en termes d'inondations dans le nord de la France et l'exaspération des populations du nord de la France. Mais, et puis, par rapport à l'élection présidentielle en RD Congo, on a vu les prises de position des leaders politiques ici. Marine Le Pen a été la première à dégainer pour féliciter Félix Tshisekedi et en même temps pour rappeler ce qui se passe à l'est de la RD Congo. Ensuite, il y a eu le communiqué de l'Élysée. Enfin bref, on reviendra sur toutes ces choses-là. Cette fois-ci, je voulais m'attarder rapidement, spécifiquement, et d'ailleurs, Babunga a rappelé un certain nombre de faits historiques. Je voudrais m'attarder sur un intellectuel RD congolais qui vient de nous quitter en décembre dernier, le 19 décembre, en Louisiane, à Bâton Rouge. J'ai cité Ngandou Kachama, Pius, qui a eu un parcours intellectuel, universitaire remarquable, de Lovanium à Lubumbashi, puis à Strasbourg pour sa thèse d'État en 81, et puis avait commencé pour lui cette longue phase d'errance en Algérie, à Annaba, à Constantine, où il avait enseigné, puis il est revenu en France ici, dans les années 90, comme enseignant à l'université de Limoges, avant que on se retrouve à l'université Sorbonne Nouvelle, où il avait été recruté comme maître de conférence en 1998. Et donc, tous les deux, on assurait ses enseignements d'études littéraires, culturelles et historiques de l'Afrique. Après, évidemment, il s'était mis en disponibilité de l'université pour pouvoir enseigner à l'université de Louisiane à Bâton Rouge. Et donc, où il a été le chef de département des études francophones et françaises à l'université de Bâton Rouge plus de 10 ans. Là, il nous a quittés à pratiquement 77 ans. Pourquoi j'insiste sur lui? Parce que souvent, chez nous, on oublie beaucoup l'histoire intellectuelle et culturelle de notre pays. Et Pius Ngandou Kachama fait partie de la génération des années 40. Avant lui, Vumbio Kamudimbe, qui est né en 1941. Il y a les Elikia Mbokolo, qui sont nés en 1944. Et puis lui, en 1947. Cette génération-là a marqué intellectuellement l'histoire de notre pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Daiwel Ndiem aussi, il est de 1944, par exemple. Et donc, ils ont contribué beaucoup à la promotion scientifique, à la promotion intellectuelle de notre pays. Et Pius Ngandou Kachama, dans les sciences sociales et sciences humaines en particulier, a beaucoup publié. Il est l'un des spécialistes reconnus justement dans ce domaine-là, des études littéraires et culturelles francophones. Il a beaucoup publié en tant qu'universitaire, en tant qu'écrivain, romancier, poète, dramaturge. Et donc, il vient, en tout cas dans l'échelle de ces intellectuels RD congolais, dans les sciences humaines et sociales, il est vraiment à la suite de Georges Ngal, le professeur Georges Ngal, mais lui, il est de la génération précédente
1933 avec les Tarsis Tchiban ou Chichuku. Et donc, il fait partie de la génération de ces trois monstres sacrés de ces études-là. Georges Ngal, Vumbio Kamudimbe, qui a terminé sa carrière universitaire à Duke University aux États-Unis. Georges Ngal était à la Sorbonne Paris 4 et donc il est à la retraite ici. Donc voilà pourquoi je voulais vraiment évoquer la mémoire de Pius Ngannou Kachama. Moi, je l'ai connu comme professeur en 1980 à l'École normale supérieure de Kananga. Et puis, vous voyez, quelques années plus tard, on s'est retrouvés à la Sorbonne, tous les deux. Et donc, on a cheminé vraiment ensemble. C'était un grand frère, c'était un grand universitaire, très affable et très humain. Et donc, je voulais lui rendre hommage au cours de cette émission spéciale Pascal Kaniki. On voit bien de lui qui est de jeunes générations actuelles, comment il est parti de chez nous pour pouvoir réussir à Dubaï dans un secteur très prometteur aujourd'hui. Et il apparaît justement comme l'une de ces figures nouvelles de la RD Congo, en tout cas, qui sont férues des nouvelles technologies du numérique, de la digitalisation. Et puis, je salue aussi Mukadi qui est à Tokyo. Et puis, voilà, j'ai entendu Babunga, que je salue aussi au passage, qui revient très souvent, sans être historien, sur justement ces moments forts de l'histoire de notre pays. C'est comme ça, effectivement, que nous élargissons le spectre de connaissances de ce qu'est notre pays. En tout cas, merci beaucoup et puis bravo encore à Pascal Kaniki, puisque c'est la vedette du jour. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup, professeur Alfred, pour disons, cette participation, même si nous étions un peu perturbés dans le programme avec les problèmes techniques, et aussi pour l'honneur que vous faites assez grand de la science qui vient de nous quitter. Merci beaucoup. Alors, nous avons un peu débordé. Nous allons donner le dernier mot à notre invité du jour, puisque à Dubaï, il fait déjà un peu plus tard. Et alors, peut-être, M. Pascal Kanik, peut-être, comme je disais, il y a certaines disons, questions qui n'ont pas épuisé ce que vous aviez à nous dire. Il y a surtout le jeune qui vous regarde avec envie, je suis certain, de dire, voilà, comment est-ce que moi je peux arriver aussi à ce niveau-là, est-ce que par chance ou quoi? Donc, peut-être que les autres vous envient, et je crois que c'est le fruit du travail. Et alors, si de mes questions, disons, si mes questions n'ont pas épuisé ce que vous aviez à nous dire pour les 5 ans, nous allons encore revenir, il y a encore des années. Donc, jusqu'à 10 ans, je crois que nous serons encore là pour toujours vous pousser, pour savoir tout ce que vous faites. Nous sommes là disponibles pour ça. Et je demande aussi aux autres qui nous suivent, qui ont des initiatives, de ne pas avoir peur de nous aborder, puisque M. Pascal Kanik, il a étudié chez les Jésuites, évidemment, mais il ne m'a pas payé pour faire cette publicité aujourd'hui. Donc, pour dire que les autres aussi peuvent passer par ici. Nous donnons la parole à tout le monde, sauf les gens qui injurient les autres ou qui disent des choses qui ne savent pas. Alors, peut-être un dernier mot, quelque chose que vous tenez encore à cœur, que vous voulez dire, pour d'abord encourager les jeunes, pour aussi encourager les autorités, à encourager les jeunes qui ont des initiatives. Vous avez le dernier mot, Pascal. Tout d'abord, merci. Merci beaucoup, Père Jean-Pierre, pour l'initiative et pour la considération, la marque de considération que vous m'accordez personnellement, mais aussi à tous les invités. C'est un grand travail qui demande beaucoup d'énergie et je crois que c'est parmi de rares spaces aujourd'hui, des lives, multi-lives, qui soient instructifs pour notre communauté, mais aussi à l'international. Donc, merci pour cette initiative. Malgré les différences des fuseaux horaires, on fait un effort pour toujours nous connecter quand il faut. Merci aussi aujourd'hui, au moins officiellement, je peux dire merci d'abord au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce que c'est quelqu'un qui nous a soutenus
Je ne peux pas ne pas lui dire merci. Et je sais qu'il n'est pas ici, mais je le dis quand même. Donc, aussi à tout le père jésuite, parce que je crois que 60-50% de ce que je suis aujourd'hui comme personne humaine, comme homme intégralement, vient de l'éducation que j'ai reçue d'abord du système congolais, mais aussi de l'école jésuite. C'est pourquoi je ne manque pas de toujours insister sur le fait qu'il n'y a pas, on n'est pas à zéro. Donc notre système éducatif n'est pas nul, comme on le croit. Et donc nous sommes aujourd'hui, ce que je peux dire par contre à la communauté, à tous ceux qui croient encore à notre pays, c'est que tout est possible. Tout est possible. Nous pouvons faire beaucoup de choses. On a du potentiel. Le Congo, c'est une opportunité. J'insiste, le Congo est une opportunité. Je crois que ce qu'on peut faire au Congo, on ne peut le faire nulle part ailleurs si on est congolais. Tout le monde doit plutôt comprendre que le temps, les jours passent, qu'on ne doit pas rester dans des distractions, dans des buzz interminables. Ceux qui veulent entreprendre doivent se mettre au travail, sérieusement. Et on ne doit pas arrêter d'étudier. D'ailleurs, à Dubaï, je fais aussi, depuis la France, je fais aussi mon master encore, mon exécutif MBA, donc je n'arrête pas d'étudier. Il faut qu'on continue à apprendre, qu'on continue à se perfectionner. Mais il faut travailler et ne jamais s'arrêter. Il faut travailler et ne jamais abandonner. Il faut accepter d'échouer. Il faut échouer plusieurs fois pour avoir la maîtrise, pour avoir l'expertise, pour avoir l'expérience. Mais j'insiste sur une chose. La jeunesse congolaise a du talent. L'éducation congolaise produit des personnes capables dans tous les domaines. Seulement, on a parfois besoin d'un peu d'attention, qu'on nous donne juste un tout petit peu de chance. Peut-être même sur les 100% par exemple de marché public par exemple, donnez-nous même 20% seulement d'abord et voyez ce qu'on est capable de faire. Nous avons les potentiels, nous avons les talents, nous avons les compétences et nous avons les connaissances que nous pouvons mettre au profit de la République et faire avancer les choses. Voilà tout ce que je peux dire. Merci à tous ceux qui nous accompagnent, à mes collaborateurs qui sont ici, sûrement, à toutes les personnes de bonne foi qui nous soutiennent. Merci, merci pour tout. Nous continuons les combats et je crois que Dieu nous accompagne et tout ira bien. Et dans 5 ans, nous pourrons encore donner de bonnes nouvelles. Alors, merci, Monsieur Pascal Kaniki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions aussi tous ceux qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur Instagram. Je remercie particulièrement les autres intervenants, Madame Patricia Temouni, Monsieur Benjamin Babunga, le professeur Alfred Chango et aussi Moukadi depuis disons, Japon. Je remercie aussi Yves Kash pour sa contribution. Nous allons nous retrouver mardi prochain à 20h30, heure de Kinshasa, de Paris et de Rome, pour un autre rendez-vous. Ça sera le deuxième de la nouvelle version de Dialogue avec. Entre-temps, nous allons vous proposer encore l'émission d'aujourd'hui, demain samedi. Et alors, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée pour les autres qui nous suivent dans un autre fuseau horaire. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir et à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci. Merci.